Mes amis, vous reconnaissez cette célébrité de la presse alternative, de réinformation, de TV Liberté, Olivier Pichon. On va faire un format un peu à part, parce que d'habitude, vous savez, quand j'invite en duo, je mets l'invité devant moi et je n'apparais pas. Mais là, en fait, on va faire un entretien, parce qu'il vient nous parler de son livre qui s'appelle « Les nouvelles routes de la servitude aux presses de la délivrance ». Je vous le recommande. Alors, il fait 300 pages. Je vais en dire 3 mots, mais j'ai des choses que je n'ai pas comprises dans ce livre, et donc je voudrais qu'il me les explique. Mais d'abord, Olivier, je vous passe la parole. On vous connaît, donc vous présentez une émission très importante sur TV Liberté. Oui, qui s'appelle Politique et économie, qui était en fait une émission consacrée à l'économie, mais on ne peut pas échapper à la politique, bien sûr. C'est d'ailleurs ce que je démontre dans le bouquin, c'est que la génération... Alors, parlez à la caméra de votre livre, adressez-vous à vos lecteurs, la génération du baby-boom, la mienne et la vôtre, eh bien, elle était plutôt anticommuniste, elle n'était pas... Moi, je suis pas vraiment né dans le baby-boom. Bon, en 68, moi. Mais vous êtes un gamin, alors. Oui, bon, allez. Disons que vous finissez le baby-boom. Bref. Mais c'est le restant, voilà. Comme on dit. Bref, quand on était, disons, pas socialiste ou pas économiste, et pas communiste, pardon, on avait un discours qui était très... Le patriotisme de l'opposition au communisme était très influencé par l'économisme. On était contre la CGT, on était contre le Parti communiste, et puis... Le mur de Berlin s'effondre, l'URSS disparaît, et alors on se dit, ben voilà, nous ouvrons une ère de liberté exceptionnelle, et nous allons nous adonner, comme disait Saint-Simon finalement, c'est Fukuyama qui va le dire expressément, nous allons abandonner le gouvernement des hommes pour nous livrer à l'administration des choses. Eh bien, l'administration des choses, avec le marché dont on nous a dit qu'il allait assurer l'équilibre général, qu'il y avait un ordre spontané qui naissait du libéralisme et du marché. Et qu'est-ce qu'on a vu? Eh bien, on a vu la naissance d'une nouvelle oligarchie qui ressemble fortement aux nomenclatures communistes. Il y a un livre qui est paru, et il n'est ni complotiste ni socialiste, puisque cet homme faisait partie de l'état-major d'une très grande entreprise d'assurance française, c'est Hubert Rodari, qui écrit un livre sur la pente despotique de l'économie mondiale, qui montre que cette oligarchie présente les mêmes caractères que la nomenclatura des pays communistes. Alors, pourquoi? Il me semble qu'il faut aller chercher du côté de Deng Xiaoping l'intuition géniale et cette idée à développement multiple. C'est-à-dire que, d'une part, la démocratie et le marché, dont on pensait qu'ils vivaient de pair et qu'ils évoluaient de pair, avec la mondialisation, n'évoluent plus de pair. On a des démocratures ou des dictatures dans lesquelles le marché joue un rôle important. Et la formule de on le savait déjà, Pinochet était un dictateur. Alors, exactement. Exactement. C'est pas nouveau, c'est vrai, avant, vrai. Déjà. Le divorce commençait avant. Mais, par exemple, Deng Xiaoping prononce le mot de socialisme de marché. Et je pense que nous sommes un peu dans une forme de socialisme de marché, et même passablement dans une forme de socialisme de marché, puisque on voit bien que les décisions mondiales appartiennent à un tout petit nombre, mais qu'on a résolu, on a voulu résoudre le problème de la pénurie qui caractérisait les régimes communistes par une certaine abondance. Et il faut bien reconnaître que certains pays, dont les BRICS aujourd'hui, accèdent évidemment à une prospérité nouvelle, mais qu'on ne peut pas attendre d'eux une coopération avec l'Occident au motif que maintenant ils ne sont plus socialistes au sens économique du terme. Il y a des dictatures, il y a des gouvernements autoritaires, et il y a cette pente despotique de l'économie mondiale. Prenons quelques exemples. Non mais attendez, parce que je vais vous couper. Alors, quand même. coupez-moi. Sinon, vous faites des longs tunnels. Et... Voilà, moi, je voudrais que vous m'expliquiez ce que j'ai... D'abord, je vais vous dire ce que je pense, ce que moi j'ai retenu. Allez-y. C'est que ces 300 pages, où au fond, donc, qui sont, je vous le recommande. Oui. Ce sont 300 pages qui sont très bien écrites d'abord.
c'est facile à lire au sens où il n'y a pas de formule empoulée, compliquée, etc. C'est très pédagogique. Bon, vous avez été enseignant. Ben oui, c'est ça. Oui, on ne se refait pas. Et c'est 300 pages qui sont très documentées, très sourcées, très nourries. Et donc, c'est une lecture qui est, si j'ose dire, confortable, parce qu'on en sort en se disant, j'ai appris des choses, vous avez une culture très large, vous parlez de René Girard, vous parlez des targets, des cibles de la Banque Centrale Européenne, vous parlez de beaucoup de choses. Moi, ce que j'ai lu dans votre livre, et vous me dites si je me trompe ou pas, j'ai lu que c'était au fond, je vais appeler ça la somme théologique du conservatisme souverainiste en France. Eh bien, écoutez, je ne refuse pas la formule. Ah. Je ne la refuse pas. Et ce qui me plaît le plus, ce n'est pas conservatisme, mais c'est la somme théologique. J'ai voulu, en effet, vous avez très bien compris mon intention, et elle a été presque naturelle d'ailleurs. J'ai rassemblé tous les éléments qui me paraissaient aller dans le sens d'une nouvelle forme de servitude. Mais cette nouvelle forme de servitude, il faut quand même bien le dire, n'est pas celle du XXe siècle. Nous ne sommes pas dans les systèmes totalitaires du XXe siècle. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai sous-titré « Essai sur le totalitarisme du XXIe siècle ». Parce que, par exemple, si vous voulez, on voit bien, et pourquoi je me suis inspiré, de qui je me suis inspiré pour le titre, évidemment, de Friedrich Hayek. Eh bien, c'est là que j'ai pas compris. Mais si, parce que moi, qui suis lecteur de Friedrich Hayek, j'ai retenu... Donc, sa dénonciation de la montée du socialisme en 1944. Non, attendez, je vous ai laissé finir. Alors, je vous laisse finir votre phrase. Puisque, donc, je le rappelle, les nouvelles routes de la servitude sont un clin d'œil à cet ouvrage de Hayek de 1944, d'ailleurs, je crois. Oui, 1944, exactement. Qui s'appelle Les routes de la servitude. Voilà, absolument. Où Hayek explique comment, au fond, les démocraties choisissent de devenir des prisons, on va dire ça comme ça, l'encadrement, parce que ce que Hayek dit, c'est, au fond, l'ordre vertical de la société est une façon d'étouffer les libertés, et nous sommes pour l'ordre spontané. Il prend cet exemple de la limaille de fer en disant, mais en réalité, les sociétés encadrées ou administrées fonctionnent moins bien que les sociétés de marché ouverts, parce que 10 cerveaux penseront toujours moins bien que 10 millions de cerveaux. Voilà. On prend l'exemple de la limaille de fer. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est ce clin d'œil que vous faites à Hayek, en nous disant en même temps, il y a 3 minutes, mais l'ordre spontané, ça ne peut pas marcher. Alors, je ne dis pas que ça ne peut pas marcher. Je dis que, anthropologiquement parlant, il ne donne pas les résultats escomptés. Mais où est-ce qu'il y a de l'ordre spontané depuis la chute du mur de Berlin? Où est-ce que ça a été tenté? Nulle part. Ah bon, ouais. Parce que oui, ça ne peut pas marcher. Ça ne donne pas les résultats escomptés, mais il n'y a jamais eu d'ordre spontané. Voilà, justement. Non, mais, alors, revenons à Hayek. Je crois qu'un certain nombre de nos amis libéraux ont continué sur la lancée de la pensée de Hayek parce que nos démocraties occidentales, qui n'étaient pas communistes, avaient un État omnipotent. Nous sommes, en France par exemple, dans un État très lourd, très omnipotent, mais impotent. C'est-à-dire que la France est suradministrée, mais sous-gouvernée. Vous en conviendrez. Et donc, je suis tout à fait d'accord. On s'est obsédé sur cette idée que le poids de l'État, notamment à travers les impôts, la France bat tous les records de fiscalité au monde, que finalement, l'État demeurait l'ennemi et qu'il empêchait la recherche de cet ordre spontané, ou tout simplement plus de liberté économique, plus de liberté sociale. Alors, pourquoi Hayek a une responsabilité dans ce domaine? Eh bien, je l'ai dit dans Communication Influence, cette revue consacrée à, justement, Communication Influence, parce que je m'appuie sur le livre d'un auteur canadien qui s'appelle Quince Slobodian. Vous avez certainement lu dans le bouquin vous en parlez abondamment dans les thèses de Slobodian. Pour Slobodian, ce capitalisme débarrassé de la démocratie et de l'État. Il s'observe dans à peu près, si vous voulez, pour lui, nous sommes dans une illusion. Une illusion qu'il y a à peu près 200 États sur la planète
et que ces États-nations apparus au cours du XXe siècle à la suite de la chute des empires. Et d'ailleurs, les libéraux, dont Hayek, ont été les observateurs de la chute des empires, ils ont été les observateurs de la crise du capitalisme dans les années 30, enfin 29, la crise de 29, et ils se sont dit, il faut choisir d'autres voies. Et ces voies, toujours selon Slobodian, s'expriment à travers les paradis fiscaux, les ports francs, les zones économiques spéciales, les villes à charte, les gated communities, les duty-free, les plateformes pétrolières. Et même, je prolongerai même l'analyse de Slobodian en reprenant les analyses de Dollfuss. Dollfuss qui parle de l'archipel métropolitain mondial. Les villes sont en interface entre elles, mais elles se passent complètement de leur hinterland. Elles accordent peu de place à la démocratie et peu de place à l'État. La mondialisation est une espèce de filet agile dans lequel le capitalisme s'épanouit, débarrassé. J'entends bien votre critique de l'ordre spontané, j'entends bien votre critique du marché. Mais ce qui m'étonne, c'est que, alors que vous faites une critique du marché, et où moi je persiste à dire qu'en réalité, nous ne vivons pas dans un système capitaliste, nous vivons dans un système de connivence. Voilà, oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Oui. Le capitalisme, c'est la concurrence absolue, et où nous vivons dans un monde protectionniste. C'est-à-dire, en France, par exemple, absolument. En Europe, il n'y a pas de liberté du marché. Il y a des protections partout. Et après, les gens qui disent « Ah, vive le protectionnisme !»« Ah, merde, on a de l'inflation !»« Ah, zut, on va !» Et moi, ce qui me gêne dans le conservatisme aujourd'hui, je vais vous expliquer, je vais vous faire revenir ma logique, c'est qu'il y a plein de gens qui dressent des critiques contre ce qu'ils souhaitent. Vous comprenez? Moi, vous me dites l'ordre spontané, ça ne marche pas. Oui, mais c'est surtout le monde protectionniste dans lequel nous vivons qui ne marche pas. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que, ce faisant, vous citez quand même Hayek. Et c'est là que je ne comprends pas comment on peut se revendiquer d'un auteur qui défend l'ordre spontané en disant « mais l'ordre spontané, ça ne marche pas ». Je le cite en ce qu'il déplore, évidemment, l'excès du poids de l'État, qui est la caractéristique de nos démocraties, postmoderne, si vous voulez. Je pense qu'il faudrait se référer au livre que je cite de ce Libanais, qui est un énarque d'ailleurs, nul n'est parfait. Un Libanais énarque, ça commence à être le cumul du handicap. C'est Maroun Ende. Maroun Ende a fait un livre sur le démantèlement de l'État, qui est très intéressant. Pourquoi est-ce qu'on confie, en conservant les hauts fonctionnaires, à McKinsey le soin d'organiser un certain nombre d'opérations de l'État et du gouvernement. Alors même moi j'ai la réponse, qui m'a été donnée par un ancien de McKinsey qui est Xavier Azalbert, patron de François, qui m'a dit, tu comprends Eric, la grande force de McKinsey, c'est que McKinsey est capable demain d'envoyer devant les 27 gouvernements de l'Union des consultants qui leur disent, mais nous on a la technique pour mettre en place au même moment, dans 27 États différents, la même politique publique. Et que ça, personne d'autre ne sait faire. Et ce n'est pas l'administration française qui va dire on va faire la même chose qu'en Lituanie. Et il y a un cabinet mondialisé qui s'appelle McKinsey qui sert à faire ça. C'est pour ça qu'on appelle McKinsey. Alors pourquoi alors maintenir ces hauts fonctionnaires? Alors pourquoi les conserver? Parce que j'ai quand même constaté, en termes budgétaires, que la dépense publique en faveur de McKinsey est considérable. D'autre part, McKinsey... À ma connaissance, il y a eu 8 millions dépensés pour McKinsey. Plus que ça. Peut-être 10 millions. Moi, quand je gérais l'administration centrale d'éducation nationale, j'avais 180 millions d'euros de budget pour les 6 000 fonctionnaires de l'administration centrale. De la rue de Grenelle. Donc, il faut rappeler les proportions. Voilà. Oui, mais me semble-t-il, il y a un autre problème. Est-ce que les visions de McKinsey, ce ne sont pas des visions privées qui cherchent finalement à défendre des intérêts privés? Est-ce que nous sommes encore dans le collectif? Est-ce que nous sommes encore dans le bien commun? On ne va pas faire des débat sur McKinsey, mais là aussi j'ai la réponse. C'est quoi McKinsey? C'est le bras armé du deep state américain. Et donc, lorsqu'il y a eu le Covid, on a envoyé McKinsey partout pour que les pays européens fassent croire qu'ils choisissaient librement une politique qui est décidée par le deep state. Donc, lorsque je parle de vassalisation... Il n'y a aucun doute. Oui, d'accord. Mais vous m'avez répondu. Oui, mais lorsque je parle de vassalisation de l'Europe à l'Amérique, vous serez d'accord dans ces conditions? Non, mais attendez, mais moi je suis d'accord. Moi je suis d'accord avec vous. Moi, ce qui me gêne dans la position du Conseil, et vous n'êtes pas le pire, mais je vous le dis amicalement. Merci pour le pire. Ce qui me gêne, c'est que... tant qu'il s'agit de critiquer ce qui ne va pas, on fédère.
Oui, on fédère, Voilà. oui, bien sûr. Et tout le monde peut dire Keynes c'est pas bien, je le dis, le mondialisme c'est pas bien, les États-Unis c'est pas bien, je le dis, voilà, je n'ai aucun problème là-dessus. La question c'est, une fois qu'on s'est tous mis d'accord pour dire que le monde n'allait pas bien, qu'est-ce qu'on fait, quelle solution on choisit? Et moi, ce que je reproche à beaucoup de conservateurs, c'est ce que Friedrich Nietzsche, vous voyez, moi j'ai mes auteurs à moi, je relisais la géologie de la morale. Ce qui me gêne, c'est que le conservatisme en France, c'est une machine à fabriquer du ressentiment. C'est-à-dire, on va vous faire ça c'est pas bien, et ça c'est pas bien, et c'était mieux avant. Bon, on fait quoi? Ah mais non, mais là vous comprenez, on va quand même pas lâcher. Moi j'entends plein de gens dire, la dette c'est pas bien. Bon alors, on fait des économies sur quoi? Ah ben non, mais... Non. Alors, vous m'êtes témoin quand même que je ne suis pas dans le ressentiment dans le bouquin. Au contraire, j'essaye... C'est pas vous que je vise. Voilà, moi je pense que ce qui me gêne, c'est qu'aujourd'hui, il y a chez les conservateurs, moi je suis libertarien, et nous, au Courrier des stratèges, on fait le choix de ne pas fédérer facilement en faisant la somme des critiques, on fait le choix de cliver en proposant des solutions. Oui. Et moi ce qui m'intéresse, c'est, puisque Olivier Pichon parle d'Hayek et qu'en même temps il dit le marché c'est pas bien, donc j'ai pas dit que le marché c'était pas bien. Qui va intéresser nos lecteurs. Le marché... Vous parlez du Frexit, enfin, vous parlez de l'euro. Concrètement, est-ce qu'il faut rester dans la zone euro? Est-ce qu'on doit en sortir? Et si on en sort, comment on fait pour ne pas être ruiné du jour au lendemain? Alors il y a plusieurs questions, évidemment. Bon, le principal argument contre l'euro, c'est évidemment, actuellement, vous avez remarqué que contre le dollar, il est très affaibli en ce moment. Bon, c'est peut-être conjoncturel, mais ça pose... Attendez, là aussi, c'est moi, je vous coupe, mais attendez, il faut arrêter. Il n'est pas affaibli. On a besoin de faire baisser l'euro pour retrouver de la compétitivité face à Trump qui va mettre du protectionnisme. Exactement. Donc à un moment donné, il faut arrêter de dire vive le protectionnisme, et en même temps mais il ne faut pas que l'euro baisse. Enfin, à un moment donné, choisissez ce que vous voulez. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas qu'il baisse. J'ai dit qu'il aurait mieux fallu qu'il baisse, pas... Mais il ne il s'est imposé par le protectionnisme. Les monnaies nationales. On ne peut pas dire à un moment donné, libre-échange, mais en même temps, on veut des monnaies fortes. Mais vous connaissez l'argument de Charles Gave. Si nous étions restés sur... Je ne connais pas Charles Gave. Si nous étions restés sur la monnaie nationale, nous aurions pu dévaluer, et la variable d'ajustement aurait été... aurait été sur la monnaie... Et sur la monnaie nationale, et non pas sur les entreprises. Oui, mais pourquoi la baisse de l'euro actuelle... On aurait dû dévaluer, l'euro est en train d'être dévalué, et vous me dites c'est pas bien. Il n'est pas en train d'être dévalué, il est en train d'être déprécié, Jérémy. Non, c'est pas la même chose. Ce n'est pas sur vrai. le marché, des monnaies... Non, pourquoi? Il y a une dévaluation qui ne dit pas son nom. La Banque Centrale Européenne pratique des taux inférieurs à ceux de la Fed, et ça permet donc de pousser le dollar à la hausse et de déprécier l'euro. C'est un choix politique. Vous savez aussi pourquoi l'euro se déprécie, parce que l'euro était un marque dissimulé et que l'économie allemande soutenait l'euro, comme la corde soutient le pendu, et que maintenant, évidemment, l'économie allemande est en difficulté et que, par conséquent... Là aussi, ça n'est pas vrai. Si vous regardez l'histoire de la parité dollar-euro, vous voyez qu'elle a fait comme ci, comme ci, comme ça. En effet. Que l'euro, initialement, on était à peu près à une parité 1 dollar, 1 euro. Puis ensuite, l'euro... On a connu une baisse. Ensuite, l'euro a été beaucoup plus apprécié. Ça nous fait perdre de la compétitivité. Mais ça nous permet de nous endetter grâce à vos épargnants allemands. Oui, exactement. Voilà. Mais ce n'est plus vrai aujourd'hui. Et bien, à un moment donné, on va devoir atterrir. Oui. Mais moi, je trouve, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'il faut sortir de la zone euro? Alors, je m'appuie sur les travaux... Excusez-moi, je vous chahute un peu. Mais nous sommes là pour ça. Je suis là pour ça. Je m'appuie sur les travaux de Brousseau. Vous connaissez Brousseau? Non. C'est un normalien, mathématicien, qui, au début, a défendu, il a travaillé à la BCE, il a défendu... Vous le citez largement dans votre livre. Il a défendu l'euro et s'est aperçu que c'était une machine à broyer les économies nationales. Et il considère que c'est un piège mortel et qu'il faut en sortir. Moi, je pense Donc quand vous même... êtes pour la sortie de la zone euro? Attention, je n'ai pas terminé ma réponse. Je pense que il n'y aura pas de décision de sortie de l'euro, je le vois bien, aucun parti ne le souhaite. Il y a un fétichisme de l'euro, peut-être, mais je crains malheureusement que l'euro s'effondre par lui-même, qu'il
vous savez très bien qu'il ne le sert non, plus. Mais moi, ce qui me il ne gêne, sert plus je vous comme monnaie Olivier, internationale. Je vous réexplique pour que ce soit clair. Moi, ce qui me gêne, c'est effectivement que des gens qui commentent l'actualité en disant il n'y aura pas de consensus pour sortir de l'euro, ça se trouve. Des citoyens qui prennent position en disant moi je veux ça, ça se cherche. Et moi, ce qui me gêne chez les conservateurs, c'est que c'est une machine à commenter l'actualité, disant mais on peut rien faire, c'est les autres qui vont décider. Et moi, dans mon monde à moi, les citoyens prennent position, ils affirment leur volonté. Et ils disent voilà ce que je veux. Et moi, ce qui me gêne, c'est que dans votre vision de la société, les gens, ils s'écrasent, ils commentent ce que les autres font, mais ils n'agissent pas. Je vais vous répondre. Le deuxième tome est en route. Ah, le bébé, le petit bébé qui est en cours. J'ai posé la question des nouvelles routes de la servitude. Je réponds maintenant. Bon, laissez-moi le temps quand même de le rédiger. Mais j'ai commencé à ébaucher quelques chapitres qui s'appellent « Les nouveaux chemins de la liberté ». Et alors là, vous pouvez nous dire... Alors, dans ces nouveaux chemins de la liberté, eh bien, évidemment, je cherche, entre autres, l'euro. Je cherche aussi du côté des institutions, parce que je pense que nos institutions sont fragilisées, y compris, d'ailleurs, le problème de l'Europe. Parce que l'Europe, je fais un chapitre sur l'Europe, vous l'avez vu, je l'ai appelé la prison des peuples. Bon, parce qu'il y a là aussi, par rapport au discours même du Salon de l'Horloge de Robert Schuman, lequel discours n'a pas été rédigé par Robert Schuman, comme vous le savez, mais rédigé par, évidemment, Jean Monnet, par rapport au discours d'origine, par rapport à l'idée de mettre en commun le charbon et l'acier, qui me paraissait pas une trop mauvaise idée, surtout dans le contexte de la reconstruction, nous avons une dérive despotique aussi de l'Union européenne, de la Commission européenne. Enfin, c'est quand même extraordinaire de voir Madame von der Leyen, qui n'est pas élue, vous en conviendrez. Ah non, mais tout ça, je le dis. Décider du sort de la France. Elle est élue, mais... c'est un processus complexe. Oui, en effet. Oui. Mais attendez, là aussi, je vais vous taquiner, parce que j'aime bien taquiner. Mais on est là pour ça. Elle serait élue, vous seriez vachement emmerdé. C'est ça qui me gêne aussi chez le conservateur. Von der Leyen n'est pas élue. Alors vous voulez quoi ? Jamais l'occasion qu'on lui donne de voter pour elle. Est-ce que vous voulez qu'on donne au président de la Commission, que ce soit von der Leyen ou qui vous voulez, est-ce que vous voulez qu'on lui donne la légitimité d'un vote par suffrage direct ? Non. D'abord parce que non, vous n'en voulez pas. Ça ne viendra jamais. Oui, mais alors pourquoi passer son temps à dire Madame von der Leyen n'est pas élue, mais on est contre l'élection du président de la Commission. Alors, souvenez-vous... À un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. On ne peut pas être dans le ressentiment permanent. Non, c'est pas bien, mais on ne voudrait pas que ce soit autrement. Souvenez-vous de Nigel Farage, qui interroge Van Rompuy. Who are you? We never heard of you. We never voted for you. Et ils sont partis. Eh bien, ils sont partis. Et bon, donc on est pour le Frexit. Au moins pour le Brexit. D'accord, mais la question c'est, on fait ça, c'est là que moi ça me gêne, c'est qu'on fait ça, on a aujourd'hui un pays qui dépense, un État obèse, qui dépense beaucoup plus qu'il ne perçoit. Et donc qui ne peut vivre que grâce à l'emprunt. Et aujourd'hui on peut emprunter pas cher parce que... Non, mais, on emprunte à 3% parce qu'il y a l'euro et que la planète entière se dit l'épargnant allemand payera. Du jour où on sort de ce dispositif, on n'empruntera plus à 3%. Oui. On empruntera à 5, 6, 7, 8%. C'est en route. Quelle politique publique on supprime pour éviter que la France ne soit ruinée? Alors, pardonnez-moi, je ne suis pas au gouvernement, mais en effet, j'ai quelques idées là-dessus. Vous êtes un citoyen, donc à un moment donné, agissez en tant qu'être libre. En tant que citoyen, je pense d'abord qu'il faut faire comme Elon Musk l'a indiqué à Trump, supprimer les agences gouvernementales. Il y a une prolifération française d'agences gouvernementales. Un rapport de la Cour des comptes en 2015 avait évalué le coût de ces agences gouvernementales à 79 milliards d'euros, c'est-à-dire un budget supérieur à celui de l'éducation nationale, pour un personnel de 300 000 personnes environ, c'est-à-dire beaucoup moins que l'éducation nationale. On les supprime. Alors, évidemment, on ne va pas toutes les supprimer. On va supprimer, mais pas tout. Prenons un exemple. Donc, par exemple, Pôle emploi, qui devient France Travail. Est-ce qu'on supprime France Travail? Sur France Travail, je ne me prononcerai pas. Mais en revanche, sur le pass sanitaire, par exemple. Oui. Pourquoi l'administration du pass sanitaire a ouvert des bureaux aux Champs-Élysées? Pourquoi a-t-elle, cette administration, développé autant de
fonctionnaires ou d'assimiler fonctionnaires. Je pense que là, il y a des économies à faire. Je pense qu'aucun des projets actuels... On ne va pas tout supprimer, donc on a 80 milliards de dépenses dans les agences. Attendez. On va en supprimer 40, mais le déficit, aujourd'hui, il est de pratiquement 200 milliards. Oh oui, donc, facilement, oui. Donc 200 milliards pour l'État, on ne parle même pas de la sécurité sociale. Première économie. Et donc, ça ne suffira pas. Non. Alors, première économie, il faut bien commencer par quelque chose. Les agences gouvernementales me semblent être une des formes quand même de l'obésité de l'État et du parasitisme d'un certain nombre d'associations qui n'ont que faire sur ces budgets. Bon, alors maintenant, évidemment, la sécurité sociale. Je n'ignore pas que c'est le problème des retraites. Je n'ignore pas que, évidemment, retourner à 62 ou 60 ans retire un nombre d'actifs cotisants considérable au financement des retraites. Le problème, c'est est-ce que vous êtes pour la répartition, ou à moitié pour la répartition et en partie pour la capitalisation, mais la capitalisation se trouve confrontée finalement au même problème que la répartition, puisque nous assistons à une baisse de la natalité, à une réduction à terme du nombre des actifs et probablement à une réduction de la capacité d'épargne. Donc, dans les deux cas, répartition ou capitalisation, on est un petit peu coincé par la situation. Non, alors, c'est quand même deux sujets différents. C'est-à-dire que la capitalisation, elle n'a pas de problème lié à la démographie. Ah ben si, quand même, dans la mesure où, d'abord, la faculté d'épargne est liée au nombre des hommes. Alors, à la limite, si les Français ont moins d'enfants, ils pourront faire plus d'économies. Bon, on peut imaginer que ça fasse du financement. Non, mais attendez, le problème, il est... Vous partez d'une capacité d'épargne aujourd'hui, compte tenu du fait que les salaires sont plombés par les dépenses sociales. Par les charges sociales. Mais si vous dites, on arrête d'obliger les gens de payer pour un tas de prestations qu'ils ne voient pas et ils cotisent pour eux, vous redonnez de la capacité d'épargne. Alors, oui et non. Mais de toute façon, la question se posera de savoir qui capitalise et qui bénéficie encore de la répartition. Parce que, malgré tout, il faut quand même admettre que sur les petits salaires, même si vous réduisez les charges sociales... Mais moi, je ne connais pas de petits salaires. Je ne connais que des gros salaires dont la moitié est piquée par l'État et ça devient des petits salaires. C'est pas faux. C'est pas faux. Ah, attendez, si vous voulez recruter quelqu'un à 2 000 €, vous payez 4 000 €. C'est vrai, c'est vrai. Moi, j'ai été employeur. C'est un gros salaire. J'étais employeur. Mais attendez, moi, je suis employeur. J'ai été employeur pendant 5 ans les gens me disent, je veux journal. Un petit salaire, c'est 2 000 €. Ben non, c'est un gros salaire, parce qu'en réalité, c'est 4 000 €. Bon. Et ne me dites pas que 4 000 €, c'est un petit salaire. Vous êtes sur les classes moyennes, là, mais dans les classes supérieures, malgré tout, je disais souvent à mes étudiants, si je gagnais plus d'argent, je paierais moins d'impôts. À cause de la défiscalisation, quand même. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Ah, quand même. Je vous assure, je ne sais pas ce que c'est. Moi, la défiscalisation que je connais, c'est les gens qui ne payent pas d'impôt sur le revenu. 47... Cette défiscalisation-là, un Français sur deux, un ménage sur deux. 47,5% des Français ne payent pas l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Mais ils payent des impôts quand même de TVA. Oui, mais attendez, à un moment donné, la défiscalisation, etc. Mais attendez, c'est quand même fascinant que ceux qui critiquent la défiscalisation sont aujourd'hui des gens qui ne sont défiscalisés de l'impôt sur le revenu. À un moment donné, il faut arrêter. Mais vous voyez, ce qui me gêne chez les conservateurs, c'est ce côté ressentiment. Et les autres, ils ont plus que moi. Bah, regarde ce que tu as, tu ne payes pas d'impôt sur le revenu et tu te plains de la défiscalisation. Alors, mais on est dans quel monde? Je vous rassure, je paye des impôts sur le revenu. C'est pas vous que je vise. Bien sûr. Je vise tous les gens qui... Ah, monsieur, c'est très dur, et tous les riches qui ne payent pas d'impôts. Enfin, toi, t'en payes pas non plus. Alors, de quoi tu te plains? Bon, alors... Oui, mais prenons les autres impôts. À un moment donné, ce qui me gêne chez les conservateurs, c'est qu'ils ne sont pas capables de dire aux Français, si vous êtes en train de décliner, c'est d'abord parce que vous êtes des avachis et que arrêtez d'expliquer que c'est les riches, les machins, les trucs. Regardez-vous, vous ne payez pas d'impôt sur le revenu. Vous avez prononcé... Et vous plaignez du fait que l'État n'a pas d'argent. Vous avez prononcé le mot avachi. Je ne le reprendrai pas totalement à mon compte, mais est-ce que l'avachissement ne viendrait pas aussi d'autres problèmes qui sont liés
au fond de culture française qui fait qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes gens qui rêvent de ne pas travailler, qui rêvent de se soustraire à l'obligation du travail. Ça, c'est un phénomène culturel. Dans ce livre, vous parlez de l'éducation nationale. Vous faites un chapitre sur l'éducation nationale. La servitude par l'ignorance. Est-ce qu'il faut supprimer l'école publique qui est devenue un lieu de sélection sociale et de transmission d'une culture de la décadence? Est-ce qu'on supprime l'école publique? Alors, je rêve qu'elle le soit. Mais le mammouth est en réalité mort. Il est tombé dans les fondrières du père Gélisol. On va le retrouver à l'état de il continue à pomper 65 milliards par an. Il continue à pomper 65 milliards en pure perte. C'est le tonneau des Danaïdes. Regardez la prospérité d'enseignement hors contrat. J'ai fait une enquête sur l'enseignement hors contrat. Je suis allé rencontrer des écoles, des directeurs d'établissements. Vous savez qu'il est en pleine croissance. Il y a une demande alternative. Non seulement j'ai mis ma fille dans une école Montessori puisque je ne voulais pas qu'elle devienne dingo. Voilà. Et non seulement une alternative à l'enseignement public, mais à l'enseignement sous contrainte. Non, sous contrat, pardon. Mais c'est un peu la même chose. Enfin, à part certains établissements, soit qui sont des établissements d'élite, et à ce moment-là, les parents font une pression dans le sens que vous savez, soit au contraire, il y a, comment vous dire, une forme d'indifférence à l'évolution de l'enseignement public. Mais moi, je pense qu'il faut massivement permettre, c'est une forme de défiscalisation d'ailleurs, je vous ferai remarquer, il faut massivement permettre à l'enseignement hors contrat d'exister, mais aujourd'hui, il n'a aucune facilité financière. Ça coûte des fortunes aux parents. Je fais un livre sur le sujet, enfin pas que sur ce sujet, mon livre sur le monde traité du monde d'après, je dis il faut donner des chèques scolaires, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de donner l'argent aux profs, il faut les donner aux parents pour qu'ils choisissent librement leur école. Bien sûr. Mais donc, est-ce qu'à un moment donné, vous endossez parce que, je le redis, moi ce qui me gêne, c'est on ne peut rien faire, de toute façon, on est des petites choses, et on ne peut rien changer dans ce monde qui ne va pas. Est-ce que vous endossez le licenciement de plusieurs centaines de milliers d'enseignants parce qu'ils ne trouveront pas leur place dans un système où l'école fonctionnera? Est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de dire « je suis conservateur et je suis pour le licenciement de plusieurs centaines de milliers d'enseignants parce qu'ils coûtent cher et ils nuisent au pays ». Alors, je pense qu'il y a une autre stratégie. Je pense qu'on peut choisir d'autres voies. D'abord, l'extinction naturelle du corps enseignant qui vieillit. Donc dans 40 ans. Pendant 40 ans. C'est ce que j'entendais à l'Éducation nationale. Il faut au moins 10 ans pour faire une bonne réforme. Pendant ce temps-là, on sacrifie 10 générations. Voilà. Absolument. Et c'est ce que vous dites. On va continuer les dégâts parce qu'on est des frileux, on est d'accord pour critiquer, mais quand il s'agit de prendre des décisions, on fait de l'huile. Cher ami, vous êtes au pouvoir, vous êtes ministre de l'Éducation nationale, vous avez travaillé dans l'Éducation nationale, dans la haute fonction public de l'Éducation nationale, est-ce que vous pouvez politiquement assumer le licenciement des professeurs? Oui, alors attendez, moi j'ai écrit, tout le monde dans la rue. Moi j'ai écrit un livre là-dessus, donc moi j'ai dit comment je faisais, donc je suis parfaitement au clair. Moi la première chose que je fais, c'est d'expliquer qu'on crée fiscalement un crédit d'impôt couvrant l'équivalent de la subvention d'un élève moyen à niveau égal dans l'école publique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, par exemple, un enfant en école primaire, c'est 5 000 € de subvention par an. Eh bien, lorsqu'un parent fait le choix de mettre son enfant dans une école privée hors contrat, il a un crédit d'impôt de 5 000 €. Et on crée la liberté de choix. Et lorsque les classes de l'école publique sont vides, on les ferme, et les profs, on les met à la porte. Alors, licenciement massif. Je n'ai aucun problème là-dessus. Alors, je le sais, mais je ne connais aucun homme politique ou aucune femme politique qui assumerait d'avoir des milliers de professeurs dans la rue, suivis évidemment par les syndicats et tout ça. Je vais vous dire pourquoi vous ne les connaissez pas. Parce que le système se tient par la barbichette. Et que tous ceux qui, comme moi, disent « on va prendre des décisions », au lieu d'être extrémistes, on va être radicaux. C'est-à-dire que moi, je suis pour que tous les enfants aient accès à l'école. Et donc, je suis pour que tous les parents aient les moyens d'envoyer leur enfant à l'école de leur choix. C'est une décision qui n'est pas extrémiste, c'est une décision radicale. Et comme tout, il y a un consensus entre la gauche et la droite, entre les conservateurs et les socialistes, pour dire « faut toucher à rien, vous savez, on ne fait pas comme ça en France », eh bien vous avez ce que vous méritez. C'est-à-dire vous chouinez toute la journée, le pays s'effondre, et vous dites « ah, il n'y a personne pour faire autrement ». Mais vous les écartez tous, ceux qui veulent faire autrement. Je voudrais ajouter deux choses. La première, c'est que je l'appelle quand même le chapitre
la servitude par l'ignorance. C'est-à-dire que je considère... Vous citez Brighelli. Voilà. Est-ce que Brighelli a été capable de dire « je quitte l'éducation nationale » pour montrer que... Oui, mais est-ce que Brighelli est capable de dire « on va réformer l'éducation nationale » ? Non, toute réforme est mauvaise. Alors, on est d'accord pour critiquer, mais dès que quelqu'un essaye de régler les problèmes, on dit « ah mais non, mais c'est tellement mieux de critiquer, on est plus heureux dans un monde qui ne marche pas que dans un monde où on doit être responsable de ce qui marche. » Brighelli n'a pas quitté l'éducation nationale, mais par contre, celui qui inspire la servitude par l'ignorance, c'est Anders, qui écrit son bouquin en 1956 sur l'obsolescence de l'homme. Et il montre qu'en effet, il vaut mieux configurer la société par la douceur, par l'idéologie, y compris la publicité, la télévision, liberté, égalité, supermarché, hein, c'est la consommation, et érotiser la publicité. Vous savez, Solzhenitsyn disait les miradors asservissent moins que la pornographie. C'était pas complètement faux comme résumé sur nos sociétés. Et je crois que Anders a bien compris qu'il fallait rendre les esprits malléables à toute forme. L'avachisme. Voilà. Et est-ce que nous avons abandonné l'élitisme républicain. Oui, mais est-ce que sur TV Liberté, vous dites à vos spectateurs, arrêtez d'être des avachis? Alors, j'en dis pas comme ça. Oui, mais parce que vous-même, vous êtes dans Anders. Il faut être rond. En douceur. Il ne faut pas bousculer les gens. Alors, et donc, on est contre cette société d'adoucissement. Mais en même temps, nous-mêmes, on le pratique. Je vous réponds. Qu'est-ce que vous choisissez? Quelle est votre part de responsabilité, vous, sur les médias conservateurs? Quelle est votre part de responsabilité dans l'illusion, dans l'endormissement des esprits, où on dit, genre, vous êtes des gens magnifiques, le problème, c'est les autres, c'est les puissants, les riches, les étrangers. Vous êtes parfaits. Et nous, les gens ne sont pas parfaits. Ce n'est pas ce que je dis, et je pense même que l'homme est très imparfait. C'est amical. Alors, soyons clairs, dans le bouquin, dans le chapitre, je dis aussi faire une école et rien d'autre. Autrement dit, moi je laisse sa chance au lycée qui abandonne toutes les lubies, toutes les utopies, tout le conditionnement républicain et je donne une prime à ces lycées qui sont capables de renouer avec les humanités classiques. Vous savez, il y avait eu ce fameux bouquin de Alan Bloom, L'âme des armées, dans lequel il annonçait l'arrivée du wokisme. Il l'avait pressenti. Et il disait que dans les universités, il fallait se contenter d'enseigner et non pas de configurer les citoyens, les étudiants, les petits élèves à une idéologie dominante. Vous savez, nous avons eu l'État régalien, puis nous avons eu l'État social, la dépense, et maintenant nous avons l'État sociétal. Mais en quoi ce que vous appelez les humanités classiques, que moi-même j'ai suivi, en quoi ce n'est pas une culture dominante? Parce que moi je veux bien qu'on dise à la culture, il y a une belle... Mais vous, ce que vous voulez, en réalité, je vais vous dire, je continue à le taquiner, c'est amical. Ce qui me gêne dans vos positions, c'est que moi je suis un hayekien. Je crois à l'ordre spontané. Je crois qu'il faut arrêter de nous dire comment les écoles doivent enseigner, ce qu'elles doivent enseigner. Est-ce qu'on est obligé d'avoir une mutuelle? Je crois qu'il faut laisser les gens choisir, assumer leurs responsabilités. Et s'ils se plantent, c'est leur problème. Oui, vous, ce que vous souhaitez, c'est garder une société verticale. Simplement, ce que vous reprochez à la société verticale de Macron, c'est au fond de ne pas avoir votre idéologie. Alors, mais vous, ce que vous souhaitez, c'est une société verticale, mais avec votre idéologie à vous. Les humanités classiques, une société horizontale. Les humanités classiques ne sont pas ni une idéologie, ni mon idéologie. Les humanités classiques appartiennent au patrimoine de l'humanité. Mais si les parents veulent autre chose, moi j'ai appris le grec et le latin, moi ma fille je veux qu'elle sache se servir d'internet, qu'est-ce que vous avez à dire sur « ah ben non, on ne va pas enseigner ça à l'école ». Laissez les parents choisir ce qu'ils veulent pour leurs enfants. La pédophilie à l'école. Vous n'êtes pas obligé de caricaturer dès qu'on n'est pas d'accord avec vous. Le transgenre à l'école. On ne va pas leur dire « vous avez le droit de changer de sexe ». Non, mais si on n'a pas envie d'apprendre le latin et le grec et qu'on veut que les gamins apprennent la menuiserie, et vous voyez, on peut ne pas caricaturer chaque fois qu'on n'est pas d'accord. Pour ça, j'ai une proposition. Je pense que l'âge de sortie du système scolaire à 16 ans est une erreur. Il faut le remettre à 14 ans et développer l'apprentissage et développer l'alternance. Oui, mais là encore, vous voyez, c'est là que moi je suis gêné. Vertical. L'apprentissage, ce qu'on appelle l'apprentissage, l'alternance, c'est de l'enseignement.
Moi, ça me gêne, cette vieille vision bourgeoise qui a tué ce pays, qui est, bon, les vraies études, c'est le cul sur une chaise toute la journée, et aller apprendre dans une entreprise, c'est sortir du système d'enseignement. Mais non. Oui, mais alors justement... Moi, je suis pour l'interdiction des gens sur des chaises, je suis pour la généralisation de l'apprentissage. Moi, je suis pour le fait que, par exemple, vous qui êtes un énarque, eh bien, vous passiez un an entier en sortant de l'ENA dans une usine. Non mais moi, attendez, là aussi, je vais pas faire une subvention en même temps. Mais moi, quand j'étais représentant de ma promotion au conseil d'administration de l'école, je me suis battu pour qu'on interdise l'accès direct au grand corps. Et effectivement, ce que vous avez proposé... c'est le cas au Japon, hein. Oui, mais moi je suis pour ça, je n'ai aucun problème. Alors nous sommes d'accord. Et moi j'ai toujours dit, parce qu'à l'école, à l'ENA, il m'avait dit, si tu bosses, on te fera sortir à la Cour des comptes. Je leur ai dit, mais moi je suis pour que les hauts fonctionnaires, ils commencent, peut-être pas à l'usine, mais par un bureau dans un service extérieur avec du public, des Français qui viennent. Voilà. Mais moi je l'ai écrit et je me suis fait haïr par mes camarades. À cause de ça, j'ai aucun problème là-dessus. Alors il y a peut-être une autre solution aussi, c'est de supprimer l'ENA. Moi, je vous renvoie. J'ai aucun problème sur... Je ne suis pas défenseur de l'ENA. J'ai aucun problème pour qu'on supprime l'ENA. Toute la question est de savoir pourquoi on a créé l'ENA. Et en 1945, on a créé l'ENA parce que, effectivement, l'État, la Troisième République s'est effondrée parce que la haute fonction publique, c'était une affaire de copinage entre les bourgeois parisiens. Voilà. Très bien. C'est ce qu'avait très bien stigmatisé André Tardieu. Voilà. Et donc, moi, je veux bien qu'on dise que la solution pour régler le problème de l'ENA, c'est de revenir à ce qui n'a pas marché sous la Troisième République. Non, j'ai pas dit ça. À un moment donné, on peut aussi se dire, on va essayer de faire des choses modernes ou adaptées à notre époque. Donc, moi, je sais que je vous taquine et que je vais me faire haïr parce que je vous bouscule. Non, pas du tout. Pas du tout. J'espère que du choc des idées, jaillit la lumière. Ce qui me gêne, je le redis, dans le mouvement conservateur, et j'aime bien TV Liberté, mais le public que TV Liberté draine est, de mon point de vue, un public qui se complaît dans on est des petites choses, on ne peut rien faire, ça va pas, on s'effondre, mais c'est inexorable. Et ce que je reproche aux intellectuels qui font TV Liberté, c'est de ne pas être capable de dire aux gens, mais secouez-vous, vous êtes en démocratie, prenez des décisions, construisez un projet politique qui serait autre, au lieu de passer votre temps à vous plaindre et chaque fois qu'on propose une solution, de dire « Ah, mais ça, c'est pas bien. Ah non, mais le marché, c'est pas bien. Mais en même temps, l'État, c'est pas bien. » Rien n'est jamais positif. Et ça, j'appelle ça du ressentiment. Mais c'est amical. Vous me rendrez cet hommage que mon livre n'est pas un livre de ressentiment. Le livre... Il est un livre de... Vous avez parlé de Bible, non, vous avez parlé de somme théologique. Somme théologique, voilà. Des problèmes thomiste. Voilà, des problèmes. Oui, je reconnais d'ailleurs assez volontiers cette paternité, quoique je n'arrive pas à la hauteur du génie de saint Thomas. Mais cette somme, oui, c'est une somme. Bon, il n'y a pas trop de ressentiment. Il y a quand même cette idée qu'il faut faire un état des lieux. Voilà. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, je pense au suivant, c'est-à-dire les nouveaux chemins de la liberté. Avec impatience. Mais à la limite, je pourrais vous demander des conseils. Non, je suis pour le respect des opérations. Vous faites ça très bien sans moi. Bon, merci de vous dérober à cette obligation. Quoi qu'il en soit, il y a un certain nombre de questions qui sont posées par le bouquin, qui me paraissent quand même le moyen de nous acheminer vers autre chose que le ressentiment et un conservatisme un petit peu figé, un petit peu dans l'aigreur. J'ai voulu aussi décrire une société, et puis il y a un côté parfois polémique. Elle est parfois grotesque, cette société. Elle est caricaturale, pardon. On a très envie de se moquer d'un certain nombre de personnages qui sont... Ça a toujours existé, si vous voulez. Bon, vous le savez très bien. Et puis j'évoque quand même deux grandes figures. C'est René Girard et Lévi-Strauss. Tous les deux, sous des formes extrêmement différentes. Alors, vous évoquez plus Girard que Strauss. Parce que j'ai mieux connu Girard, parce que je l'ai rencontré à plusieurs reprises. J'ai eu la chance, en effet, de pouvoir l'interviewer à la veille de son entrée à l'Académie française en 2005, et j'ai publié un long article au moment de sa mort. Vous savez qu'il était professeur à Stanford, et moi-même je suis allé à Stanford, et il se trouve qu'il a eu cette phrase extraordinaire: les professeurs ne veulent pas être en désaccord avec la foule.
Bon. Mais alors, Girard, comme Claude Lévi-Strauss, mettent en évidence le fait que nos sociétés, et ça j'y tiens particulièrement, et ça ne relève pas du ressentiment, ce sont des sociétés qui ont conservé tous les attributs des sociétés primitives. Girard, par évidemment le conflit mimétique, hein, qui se répercute même dans ses commandes. Voilà, bien sûr. Et enfin, il a fait des opuscules qui sont parfois plus accessibles, parce que Girard, ça peut être un peu... c'est parfois difficile d'accès. Parfois difficile. Et puis Claude Lévi-Strauss, par exemple, si vous voulez, à la suite des attentats ou des meurtres commis par des islamistes, vous avez des bougies, des nounours, mais c'est une liturgie totalement primitive, qui relève des sociétés sacrificielles. Exactement. Et en ce sens, les deux auteurs se rejoignent dans une certaine mesure pour nous dire que sous la modernité, nous sommes encore dans le primitivisme, si je peux dire. Moi, je crois qu'il n'y a pas de progrès de l'humanité. Hein. Alors, justement, vous ne croyez pas au progrès. Moi, je ne crois pas au progrès. Vous n'êtes pas un progressiste. Je crois je ne suis pas progressiste. Moi, je crois qu'il faut faire avec. Voilà. Mais c'est vrai que... Et que l'homme n'a pas changé en 5000 ans. Exactement. L'idée progressiste avait, dans les années 60-70, avait beaucoup plus de clarté et de prospérité qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un très gros doute, même s'il y en a encore qui se revendiquent du progressisme, il y a un très gros doute sur le progressisme, et ça me paraît un aspect anthropologique intéressant, sociologique très intéressant. Vous voyez, et je pense que là aussi, ce sont des voies de réflexion sur la notion de progrès, qui nous amènent d'ailleurs sur l'approche que nous avons de notre planète et de notre environnement. Bon, je suis très sévère avec l'écologisme militant, mais il y a aussi des réalités dont il faut tenir compte. Nous avons eu une progression considérable de l'utilisation de notre planète. On se pose des questions, à juste titre, sur les limites que pourra y avoir cette utilisation. Je ne le reproche absolument pas aux écologistes. Simplement, la réponse est mauvaise quand ils nous disent qu'il faut faire moins d'enfants pour respecter Gaïa. Que vaudrait une terre dépeuplée? Que signifierait, à moins qu'ils se pensent dans l'élite et qu'ils veuillent rester, tandis que d'autres disparaîtraient. Vous voyez, l'un n'exclut pas l'autre. Hein. Oui, mais vous aurez remarqué la réponse de Musk, qui est la réponse, je vais vous taquiner encore un peu, oui, la réponse du marché. Musk qui dit qu'il faut aller coloniser la planète Mars. Oui. Et on est de plus en plus nombreux, il faut repousser les frontières de notre monde. En attendant de coloniser la planète Mars, il va peut-être essayer de coloniser le Groenland. C'est un bon début, ils ont l'air bien partis. Oui, en effet, et peut-être même le Canada, qui sait. Mais le Groenland, c'est surtout pour éviter que d'autres viennent l'exploiter. Bon. Mais je ne justifie pas d'ailleurs je n'ai pas à me prononcer là-dessus pour l'instant. Donc, il y a un problème sur l'écologie. Simplement, face à ces interrogations sur notre patrimoine, j'allais dire planétaire, on nous fait de la planification à la soviétique. Et l'Union européenne nous fait un plan vert qui va coûter des fortunes et qui ne sera pas, on ne pourra pas l'assumer. Il est colossal. Colossal. Vous tombez d'accord avec moi sur le fait que on ne pourra pas appliquer ce programme. Je vais vous retaquiner. Moi, les gens les plus écolos que je connaisse, moi, ça vous a fait ricaner tout à l'heure, je n'ai pas le permis de conduire. Ah non, je vis à Paris, donc j'utilise les transports en commun quand je me déplace. Et moi, les gens qui viennent me donner des leçons d'écologie, ce sont des gens qui habitent au fin fond de campagne, qui utilisent leur voiture tous les jours pour aller travailler et qui polluent beaucoup plus que moi. Là encore, moi, mon sujet, c'est à un moment donné, est-ce qu'on est capable de dire aux gens les yeux dans les yeux, dire qu'il faut sauver la planète, c'est bien, mais quel effort vous faites dans votre vie quotidienne pour la sauver? Alors, là-dessus... C'est ça notre sujet, c'est les solutions. Les problèmes, on est d'accord, on partage. Moi, je partage cet excellent livre, lisez-le, moi, je partage les diagnostics. Mais tout le monde peut partager les diagnostics. La question, c'est quelles sont les solutions et quel courage politique on a pour affronter l'impopularité de dire aux gens incontestablement ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre, c'est-à-dire il faut faire des efforts, mais surtout les autres, parce que moi j'en ai déjà fait beaucoup, c'est ce que j'entends tous les jours. Alors, en ce qui me concerne, je vis à la campagne. Je l'avoue humblement, je vis à la campagne, j'ai quitté la région parisienne.
Je fais d'énormes efforts dans un sens écologique, si on peut dire. J'ai reboisé, j'ai planté depuis 30 ou 40 ans, je parle un petit peu pour moi, pour une fois, très bien. J'ai replanté des haies. Bon. Mais attention, je ne néglige pas le fait que les haies empêchent souvent les tracteurs de manœuvrer, hein, nous sommes bien d'accord. Mais sauf que je n'ai pas d'obligation agricole. Donc j'ai replanté énormément, je trie mes déchets, je suis un bon citoyen, vous voyez, je trie mes déchets et j'apprends à mes petits-enfants à trier les déchets, ce qui est parfois difficile d'ailleurs. Alors, je signale au passage qu'à Paris, il n'y a plus de tri de déchets. Voilà. On ne peut plus aller dans le centre de Paris, mais il n'y a plus de tri de déchets. Là aussi, ça fait partie de l'hypocrisie, de la tartufferie hidalguienne, enfin, du gaucho écolo de base, qui vous donne des grandes leçons sur « faut sauver la planète ». Mais enfin, à Paris, on ne trie pas les déchets. Je rappelle que la Chambre régionale des comptes d'Île-de-France avait souligné que Paris consacrait moins d'efforts au tri des déchets qu'Athènes. Et ceux qui connaissent Athènes savent que c'est déjà pas un modèle. Hein. Alors, oui, quand même pas autant. Il doit partir, quand même pas encore, on est en époque. Je sais que vous devez partir. Excellent livre. Bon, vous avez vu, je le chipougne un peu, mais vous faites bien. Amical. J'étais là pour ça. Mais comment conclure? Comment conclure? Qu'on va tous avoir un problème. Pour sortir de la situation. Et que moi, ce que je vois partout, c'est des gens qui disent on s'effondre, mais on ne peut rien faire. Et moi, je leur dis si vous enlevez les doigts et vous les mettez dans la prise, ça fait très mal, c'est très désagréable, mais c'est la seule façon de s'en sortir. Est-ce qu'on pourrait commencer, par exemple, sur le plan fiscal? Moi, je vous pose la question par l'augmentation de la TVA. Non, alors moi, j'ai une autre solution. Non, parce que la TVA est un impôt. Contrairement à ce qui est avancé par la gauche. Qui est juste. Qui est juste. Quand on regarde en détail, il est globalement juste. Moi, ce que je crois, c'est qu'il faut arrêter la fiction des individus. Il y a les ménages et il y a les entreprises. Moi, je crois que tout le monde doit être construit comme une entreprise. Et donc, au lieu d'imposer les gens sur le revenu, il faut faire comme les entreprises, il faut les imposer sur leurs bénéfices. C'est la seule façon de dire vous avez 5 000 € de ressources par mois pour un couple. C'est pas la même chose d'avoir 2 enfants et d'avoir 5 enfants, de ne pas avoir d'enfants. Eh bien, il me paraît logique qu'on dise aux gens à la fin de l'année, vous faites la liste de vos charges, on fait ce qui est autorisé, on regarde vos revenus et on vous taxe sur la différence entre vos charges et vos revenus. Je trouve que c'est la façon la plus juste de pousser les gens... Ce que vous appelez les bénéfices des ménages, quoi, finalement. De pousser les gens à faire des enfants, à acheter une maison, à capitaliser. Je crois qu'il faut arrêter de penser qu'il y a des différentes catégories de contribuables. Est-ce que vous avez développé cette idée? Alors, précisément celle-là, elle est effleurée dans mon traité du monde d'après, qui fait 350 pages. Ah, mais alors là, je vais vous piller, là, pour le second bouquin. Et donc, moi, je crois qu'il faut donner aux gens le libre choix de leur vie et arrêter de leur dire on te met dans la catégorie salarié, et donc tu vis comme ci, tu vis comme ça, et puis tu payes autant. Je crois qu'il faut repenser ce qu'est la capacité fiscale. Alors, on vous reprochera de prêter à l'ensemble des citoyens une conscience élevée et un sens aigu à la fois de leur responsabilité et de leur contribution sociale. Malheureusement, vous n'ignorez pas que ce sentiment n'est pas partagé. Non, ce n'est pas un sentiment, c'est un devoir moral. Oui, mais devoir moral... Aujourd'hui, la principale cause du fait que ce devoir n'est plus délivré ou assumé, c'est la protection. C'est l'État-providence, où les gens se disent « Pourquoi je vais me faire chier à me battre pour mon... » Alors que je serais chez moi, j'aurais 1 000 € d'indemnité, truc pour acheter un téléphone, une aide... Et donc, pourquoi se faire chier alors que finalement on vit très bien en devenant un toutou? Pourquoi être un loup quand il est si confortable d'être un chien? Oui, alors la trace du collier. La trace du collier. Mais M. de La Fontaine nous a dit tellement de choses là-dessus. Oui. Mais alors, question... donc vous êtes hostile au revenu universel? Alors, moi là-dessus, je pense... C'est moi qui pose la question maintenant. Oui, il revient à son naturel. Mais j'y réponds très volontiers. Moi, je pense que c'est un débat de corneguidouille.
un débat idéologique qui n'a pas de sens. Moi, je prends l'exemple de mon chèque scolaire. Moi, je suis pour que l'État donne une subvention aux parents. Oui. Voilà, durant toute la scolarité. Je l'ai dit. C'est une forme de revenu universel. Oui. Moi, je suis pour qu'effectivement, les gens... Moi, je suis pour la fin du monopole de la sécurité sociale, de l'assurance maladie, mais je pense qu'il faut effectivement répondre à l'angoisse légitime de « mais qu'est-ce que je fais si je suis malade ?» etc. Et donc, moi, je suis pour que l'État aide les gens à acheter un contrat d'assurance maladie. Et si ça doit être auprès d'Amélie, ça ne me gêne pas. Je ne suis pas pour la disparition d'Amélie. Je suis pour la mise en concurrence d'Amélie avec d'autres assureurs. Alors, ce seraient les mutuelles à ce moment-là. Ceux qui veulent. Oui. Mais moi, je suis pour qu'on aide les gens à avoir un contrat, qu'on leur dise... Aujourd'hui, vous savez combien coûte la santé à chaque Français? Oui. Chaque mois, 370 €. Oui. Voilà. C'est-à-dire que les gens disent « Ah, ma mutuelle, c'est 100 €, c'est très cher. » Tu oublies que tu payes 370 € d'assurance maladie. Sauf que comme ça ne t'apparaît pas directement sur... Tu penses que c'est gratuit. Non. Oui. Donc moi, je suis pour qu'on donne 370 € par mois à chaque Français pour qu'il prépare sa santé. Oui, alors les mutuelles aujourd'hui ont considérablement augmenté. Parce que nous avons un phénomène. Alors, je vais dans votre sens, là. Si vous voulez, la sécurité sociale continue à coûter de plus en plus cher. Nous allons sur les marchés chercher les financements par la CADES, la caisse d'amis. Non, c'est pas grave. C'est pas la CADES qui va chercher. Non, c'est la COS qui va chercher. Oui, la COS, oui. Mais la CADES gère, oui. Mais elle passe par les banques. Oui. Bon, et les banques prennent leur commission au passage. Donc sur nos cotisations sociales. Donc ça ne me paraît pas une chose tout à fait légitime. Et donc vous proposez quoi? Alors, en effet, dans une certaine mesure, je vous rejoins. Mais en attendant, cette dette, comment on la résout? En attendant, bon, cette année, nous allons... Quel est le montant de la dette? Je ne dis pas la dette cumulée. Combien nous avons de déficit sur les régimes sociaux aujourd'hui? C'est très compliqué. Oui. Mais officiellement, il y aura 20 milliards. C'est ça, voilà. Mais en réalité, il y a des problèmes de trésorerie. Donc on emprunte sur les marchés. Oui. On va probablement emprunter 70 milliards sur les marchés pour éviter les trous de trésorerie. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée de financer la couverture sociale par les marchés? Ah non, mais attendez, la bonne idée, c'est de ne pas avoir de déficit. Oui, bien sûr. C'est ça la bonne idée. Oui. Parce que moi je veux bien dire, on est déficitaire, est-ce que c'est normal qu'on doive payer pour le déficit? Je vais vous dire, du jour où on dit aux gens, non, le déficit c'est gratuit, faites ce que vous voulez, vous triplez le déficit. Il va augmenter, oui. C'est là, moi ce qui me gêne dans vos raisonnements, c'est à un moment donné, on crée le déficit, puis on dit « Ah, c'est quand même pas bien qu'on doive payer pour s'endetter. » Il y a une autre solution, c'est que tu t'endettes pas. Voilà. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi il faut passer comme ça. Parce qu'en réalité, la solution alternative, c'est quoi? C'est que la Banque centrale sorte directement de l'argent. Oui. Et je connais les conneries à 0%. Oui. Alors, donc on le rappelle, la Banque centrale européenne, elle a fait des taux directeurs négatifs durant le Covid. Oui, bien sûr. Et ça nous a fait 600 milliards de dettes. Et là aussi, moi, je suis exaspéré par les connards qui me disent « Ah, il faudrait financer l'État à 0% par la Banque centrale, et parce que ça coûterait beaucoup moins cher. » On l'a fait, là, avec la Banque centrale européenne. Oui, et c'est 600 milliards de dettes en plus. Oui. Et, oui, il faudrait mettre en place un système qui va finir de nous endetter. Donc moi, je ne supporte plus ce discours poujadiste où on dit « la dette, c'est pas bien, il faudrait un financement 0% de la Banque centrale ». Et d'ailleurs, on en sort... Et c'est la principale cause de la dette, c'est qu'on n'a pas dû payer pour s'endetter. Donc moi, je pense qu'on ne peut pas éternellement vouloir tout et son contraire. Ça, c'est de l'infantilisme, c'est les ados qui veulent tout et son contraire. On est bien d'accord. Je réponds à votre question, pourquoi est-ce qu'il faut passer sur les marchés? Je vais vous expliquer pourquoi les banques doivent intervenir. Parce que si la Banque centrale européenne devient, ou la Banque centrale française, la Banque de France, devient le prêteur en dernier ressort, eh bien le jour J, vous n'avez plus de coupe-circuit, de coupe-jus pour éviter l'incendie général. C'est-à-dire que vous transférez sur la Banque nationale le poids de tous les déficits et le jour où il y a un défaut, tout le système s'effondre. Alors, défaut de paiement. Oui. C'est ça. Alors, mais qu'entendez-vous par le jour où il y a un défaut? Qu'est-ce qui peut provoquer ce défaut? Maintenant, c'est moi qui pose des questions, vous voyez. Oui, après, je vais vous laisser aller. Ce qui provoque le défaut, c'est précisément que c'est gratuit.
C'est qu'on vous dit, ben, Non, tu vas emprunter, c'est gratuit, on te donne de l'argent. Et bien ce jour-là, les gens n'ont plus de limite. Non. Et ils vous expliquent, ah ben on va recruter 200 000 enseignants en plus, 300 000 infirmières, on va faire 10 prisons en plus, etc. Bon, et à la fin, alors, vous n'avez plus les moyens de payer. Oui, mais prenons le cas de la santé. Oui. Comment expliquez-vous quand même... Il faut que vous m'invitiez. Cet organisme... Ben oui, je vous invite. Vous êtes invité. Non, mais sincèrement, vous êtes invité. Alors, posez-moi votre question sur la santé. Comment expliquez-vous quand même qu'on réduise à ce point les lits d'hôpitaux, les postes, les... Mais là aussi, c'est insupportable. Parce que la santé... Oui, mais la santé... Mais attendez, sur les lits d'hôpitaux, il faut arrêter de tout mélanger et d'être dans cette espèce, effectivement, de scrognurisme conservateur. C'était mieux avant. Je reprends l'exemple des lits d'hôpitaux. Donc, on n'a pas réduit le nombre de lits de soins intensifs. Non, c'est vrai. On les a augmentés. On a supprimé les lits inutiles et les lits vides. Parce qu'un lit vide, ça coûte 1 800 € par jour et ça ne sert à rien. Pourquoi il y a des lits vides? Parce que je prends cet exemple. Moi, j'ai été opéré de l'appendicite, j'avais 15 ans. Oui. Je suis resté 10 jours à l'hôpital. Parce qu'à l'époque... à l'époque, oui, bien sûr. On restait 10 jours à l'hôpital. Oui, aujourd'hui, on vous donne des antibiotiques, vous n'êtes plus hospitalisé pour une appendicite. Oui, et puis maintenant, on fait de l'ambulatoire massivement, et c'est... Aujourd'hui, très heureusement, au lieu de vivre le traumatisme d'une hospitalisation longue pour tout et n'importe quoi, on vous dit, on réduit maximum ton temps de présence à l'hôpital. Et donc, effectivement, il y a eu un progrès chirurgical, un progrès scientifique qui permet de beaucoup moins hospitaliser les gens. Et donc, il est logique qu'on supprime des lits. Je ne comprends pas où est le problème. Alors, la question, c'est est-ce qu'on supprime vraiment les lits inutiles? Mais bien sûr, parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas de problème d'hospitalisation sur les soins ordinaires. Vous avez un problème d'embouteillage des urgences pour des raisons parfaitement connues. Oui. C'est qu'il n'y a plus de médecins traitants de garde et que donc vous avez un gros bobo. Même moi qui ne vais jamais voir j'ai pas vu de médecin depuis 15 ans. Mais j'ai eu une douleur de goutte tellement intensive qu'à un moment donné, je me suis dit, et c'était un dimanche. Pardon, je ne devrais pas rire, parce que c'est extrêmement douloureux. C'est extrêmement douloureux, croyez-moi. Mais je ne prends aucun médicament. Et je me suis dit, c'était tellement douloureux, où est-ce que je peux éventuellement trouver une solution? Aux urgences, parce qu'il n'y a plus de médecins. Et les pharmacies n'ont pas le droit de délivrer un certain nombre de produits sans recommandation. Je prends un exemple, mon cher Olivier. Par exemple, ma fille a eu une toute petite fracture au poignet. L'hôpital, on va trouver le médecin. Il faut aller faire une radio. Oui. Le radiologue n'a pas le droit de lire le diagnostic. Oui, c'est ce que j'ai. Donc vous devez retourner chez le médecin. Et le médecin vous dit, ah, c'est une fracture, il faut aller à l'hôpital. Oui. Pour un truc qui était insignifiant. Oui, ça je l'ai vu. Et là, à un moment donné, vous vous dites, mais on organise l'embouteillage des urgences. Ça je l'ai vu, oui. Parce qu'il y a une telle déresponsabilisation dans le système médical que, eh bien, à un moment donné, il n'y a plus de médecin, le médecin ne peut plus faire un certain nombre de choses, les radiologues ne peuvent plus faire, les pharmaciens ne peuvent plus faire, vous allez aux urgences parce que, voilà. Alors, je connais assez bien le problème des urgences parce qu'il se trouve, si vous me permettez, c'est une histoire un peu personnelle, mais j'ai accueilli un jeune médecin irakien, chrétien, de Mossoul. Et il est chef du service des urgences d'un grand hôpital de l'Ouest français. Et vous savez, en Orient, quand vous êtes devenu ami avec quelqu'un, il ne vous appelle plus mon ami, il vous appelle mon oncle. Parce que je suis plus vieux que lui, bien sûr. Et il me dit, vous savez, mon oncle... Tonton. Mon oncle, je vois arriver aux urgences. C'est un type merveilleux. Je vois arriver aux urgences pas seulement des populations d'origine étrangère. Je vois arriver des Français de souche. Et me dit-il, ils sont alcooliques, ils sont affligés de maux qu'ils ont provoqués par eux-mêmes, par leur incontinence, leur déshérence aussi, déshérence sociale, déshérence dans les couples, etc. Et me dit-il, il y a un vrai problème social de ces populations, qui sont littéralement, qui coûtent des fortunes à la sécurité sociale. Et me dit-il, est-ce que l'éducation ne pourrait pas, en partie, me dit-il, parce que c'est un garçon qui a une haute idée de la morale, est-ce qu'on ne pourrait pas, à l'amont, éviter cette déshérence sociale, ces catastrophes physiologiques qui ont
des antécédents psychologiques et voilà. Bon, Bah, c'est ouais, moi, la je veux réflexion dire, qu'il me donne. Vous voyez, moi, je pense qu'il faut arrêter d'éviter les choses aux gens. oui. Je pense juste qu'il faut leur dire, tu payes pour ce que tu as. Voilà. Et que le drame dans la société, c'est qu'on dit, pourquoi faire payer les gens qui sont responsables de leur propre malheur? Ben, parce que si vous ne le faites pas, on se retrouve dans une société dictatoriale où on vous dit, on va t'éduquer. Je vous signale quand même que c'est ce qu'on a fait pendant la crise sanitaire et c'était insupportable. Catastrophe. Ne vous faites plus de bisous, ne mangez plus avec votre grand-mère. Oui. Tout ça, c'était fait pour nous protéger. Oui, bien sûr. Alors, je vais vous dire, moi, Oui, je suis mais contre ça. Vous avez lu ce que je dis de M. Olivier Oui, Véran. mais ce qui me gêne, c'est L'infantilisation. Vous savez que la Tocqueville- contradiction on est contre, mais en même temps, si on pouvait éviter aux gens d'être malades. Mais laissez-les se démerder. Alors, en tout cas, sur l'infantilisation, pendant le Covid, Tocqueville nous avait tout dit. Hein. Il l'a dit. Cet État veut faire de vous des enfants. Et il se conduit comme un père, mais ne cherche pas à exalter chez vous l'indépendance et la virilité, mais il cherche à vous maintenir dans l'enfance. Je suis d'accord avec Tocqueville pour dire que Vous ne l'État, m'étonnez guère. c'est l'avachissement et que moins on a d'État, moins on a l'avachissement. Eh ben, Bon, allez, je le laisse ça sera la filer. conclusion. Merci Olivier. Dites au revoir aux gens. Eh bien, je salue bien tous Alors, vos... son livre est très bien fait, je l'ai bousculé parce qu'on est d'accord sur le diagnostic et si vous voulez le diagnostic, vous lisez son livre. On n'est pas d'accord sur les solutions. Vous l'avez entendu, mais j'espère que c'est amical et j'espère qu'on aura l'occasion C'est très d'en amical. reparler. Et je vous invite sur TV Liberté pour parler des solutions. À bientôt À Olivier. bientôt, cher Eric. Et je salue tous vos téléspectateurs.